Alors, je vous propose de commencer et je vous ai partagé mon support. Bonjour à toutes et tous. Ça faisait un petit moment que j'avais pas animé cette web actu et je suis du coup très content de vous retrouver. Je vous propose donc de commencer comme notre habitude par un petit tour d'horizon de l'actu en mode quiz. Il me reste quelques personnes à faire entrer qui sont en salle d'attente. Hop. Et je vous propose donc de commencer. Donc vous connaissez le principe, hein, donc je vais lire un certain nombre d'affirmations et puis dans le chat hein, que j'ai sous les yeux, ben, vous me dites ce que vous en pensez. Ce que vous pensez que ces affirmations sont plutôt vraies, plutôt fausses. Vous me dites hein, voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Première affirmation que je vous propose, un kit sur l'absentéisme a été publié et aide les entreprises à trouver des pistes, notamment donc en citant la possibilité donc de demander par mail un contrôle médical ou administratif, donc un contrôle de la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que on a comme ça un kit absentéisme qui a été publié et est-ce qu'on a cette possibilité-là que d'envoyer une demande de contrôle médical à la Sécu? Donc je vous laisse quelques instants pour Ça répondre. marche. Bah, à ce moment-là, envoyez votre CV, puis j'essaye de N'hésitez voir ce qui est pas à possible. couper le son euh, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Hop, je le fais d'autorité. Alors, fin du suspense, c'est vrai. On a effectivement un petit kit sur l'absentéisme, hein, plutôt bien fait d'ailleurs, qui a été publié donc par le ministère et donc il récapitule un certain nombre de points, de solutions et notamment, eh bien, euh, remet d'actualité hein, ce petit module, ce petit mail, cette petite possibilité de signalement pour justement informer la caisse de tel ou tel fait, de telle ou telle problématique particulière, hein, et donc permet par ce biais-là euh, de solliciter un contrôle donc médical ou administratif de la sécurité sociale. Après, bien évidemment, pour tempérer ce point, ça va aussi dépendre de qui lira le mail que vous allez adresser sur cette boîte. Néanmoins, cette boîte mail est censée être fait pour. Donc, justement, c'est assez intéressant quand même à avoir ça en tête et ne pas hésiter à s'en servir quand il y a de quoi s'en servir. Depuis le 16 mars 2026, toutes les formations dispensées par l'employeur doivent être mentionnées dans le passeport formation. Est-ce que donc depuis le 16 mars 2026, on a l'intégralité des formations dispensées par l'employeur qui doivent être mentionnées donc dans le passeport prévention? Je vous laisse quelques instants pour répondre dans le chat. Est-ce que donc on est sur toutes les formations dispensées par l'employeur ou est-ce que ce seront certaines formations? Le suspense est à son comble. On est effectivement sur certaines formations, pas toutes les formations, on va le voir, hein, jusqu'en décembre 2026, on a le ministère qui a communiqué hein, que jusqu'au 31 décembre 2026, eh bien, on avait à
uniquement renseigner les formations obligatoires pour le poste hein, du collaborateur, formation ou autorisation particulière, donc ou formation interne effectuée également. En l'absence de DUERP, donc DUERP, hein, document unique d'évaluation des risques professionnels, donc en l'absence de DUERP, je m'exposerai prochainement, potentiellement, à une amende administrative qui peut aller jusqu'à 4 000 euros. Je vous laisse me dire par le biais du chat ce que vous en pensez. Ben oui, on a effectivement un texte relatif donc aux fraudes qui vient d'être validé, qui vient d'être voté définitivement par le Sénat. Et ce texte prévoit, en plus donc de la possibilité de dresser une contravention pénale, ben, prévoit la possibilité finalement pour le contrôleur, notamment au niveau de l'inspection du travail, hein, notamment l'inspecteur du travail, eh bien, ce nouveau texte permet en fait à l'inspecteur de choisir. Hein, de choisir soit de diligenter du pénal, soit de se saisir de cette possibilité, donc de dresser une amende administrative. En 2026, une gratification versée au titre de la médaille du travail est imposable, hein. Donc imposable hein, pour le salarié, impôt sur le revenu des personnes physiques, hein, mais bénéficie de l'exonération sociale dans les limites antérieures. Est-ce que on est soumis à impôt sur le revenu, mais encore exo de charge? Alors, c'est un cas particulier, hein, la médaille du travail. Forcément, tous les salariés qui peuvent en bénéficier. Et puis, on n'a pas non plus toutes les conventions collectives, toutes les branches qui exigent le versement obligatoire hein, d'une gratification. Une convention collective peut le prévoir, mais peut aussi ne pas le prévoir, hein. C'est ce qui est le cas de manière assez large, ce qui n'empêche pas ensuite une entreprise, même si elle n'a pas l'obligation par la convention, de verser quelque chose. Eh bien, pour 2026, on a une tolérance qui est posée par le BOSS, hein, par le bulletin officiel de la Sécurité sociale, qui nous indique que exceptionnellement, jusqu'au 31 décembre 2026, ben, on va avoir, entre guillemets, hein, cette différence de traitement entre l'imposition impôt sur le revenu, qui, elle, là, va être valable pour l'année 2026 mais une exo de charge sociale qui, elle, sera acquise jusqu'au 31 décembre 2026. Une personne étrangère à l'entreprise ne peut jamais prononcer le licenciement d'un salarié. Donc une personne étrangère, alors ça peut être effectivement la personne qui passe dans la rue, ça peut être quand même un certain nombre de personnes qui peuvent être proches de l'entreprise. Je pense notamment, pour vous aider dans votre choix de réponse entre oui, enfin vrai et faux, je pense notamment à bah, des situations où on est un groupe, hein, où bah, peut-être que le DRH est embauché au niveau d'une holding ou de la société mère et bah, justement il va avoir assez souvent d'ailleurs comme mission bien de rayonner sur l'ensemble des sociétés du groupe. Est-ce que pour autant il est DRH groupe? Est-ce que pour autant il va pouvoir prononcer le licenciement d'une personne qui n'est pas embauchée dans la même société que lui?
Ben oui, hein, le DRH Group, dès lors que tout est bien cadré, bien évidemment, ben oui, il est potentiellement une personne étrangère à l'entreprise du salarié à licencier, mais pour autant, il pourra prononcer le licenciement du salarié. Les périodes d'arrêt maladie antérieures sont prises en compte pour vérifier le délai, pardon, d'un an requis pour ouvrir droit au maintien de salaire dans le cadre d'une maladie. Alors, je m'explique, ça peut paraître un peu ambigu. Vous avez un salarié. Vous avez un salarié, il va avoir un certain nombre d'arrêts de travail. Et bah, il arrive à plus un an vis-à-vis de son embauche. Et là, bah, il est de nouveau malade. Sauf que dans cette année, depuis son embauche, il a été absent pour un mois, pour 2 mois, pour 3 mois, bah, au titre de la maladie. Donc, il n'a pas travaillé effectivement ces un an, ces 12 mois. Est-ce que je vais je suis autorisé donc à dire, bah, comme il a eu 2 mois, 3 mois d'arrêt dans les 12 mois de contrat, bah, il n'a pas vraiment un an, donc il n'a pas droit à maintien de salaire pour maladie, ou est-ce qu'au contraire, là, on va pas retraiter ces temps-là, et est-ce que, bah, justement, peu importe, dès lors que le salarié, il a plus un an de l'embauche, on ne se pose pas la question, arrêt ou pas arrêt, il a droit à un maintien. Donc voilà pour vous expliciter la question. Vous m'avez pas mal répondu de faux. C'est vrai, hein. On n'a pas à défalquer en fait. On n'a pas à défalquer les arrêts de travail pour déterminer si le salarié a droit ou pas au maintien de salaire. Donc non, on va prendre en compte toutes ces durées, on ne les défalquera pas. Une démission sans réserve ne peut jamais être requalifiée en prise d'acte de rupture au tort de l'employeur. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, hein, une démission sans réserve. Démission sans réserve, on parle de la démission en disant qu'une démission doit être claire et non équivoque. Un clair, elle affiche vraiment clairement le fait, la volonté bah, du salarié de quitter son entreprise et donc de démissionner. Et non équivoque, bah, justement, c'est que c'est limpide. Il n'y a pas de doute sur la volonté, sur le consentement du salarié. Il a pris sa décision, il n'y a pas forcé la main, il n'a pas pris la décision, voilà, sous couvert de reproches divers et variés envers l'employeur. Là, donc, cette démission qui est transmise, c'est une jurisprudence, hein, cette démission qui est transmise, ben, elle est sans aucune réserve, sans rien de particulier. Est-ce que le salarié peut pour autant aller derrière, réclamer la requalification en prise d'acte de rupture au tort de l'employeur pour avoir droit à des indemnités donc de licenciement abusif au prud'homme, parce que c'est ça l'enjeu. Suspense, suspense, suspense. Ben non, en fait, hein. Le salarié qui va vous transmettre une démission sans réserve, ben, il va pouvoir aller au prud'homme pour réclamer éventuellement la requalification de la rupture donc à vos torts. Alors, je dirais que c'est plus logique quand même pour le salarié s'il a des griefs, ben, de les exprimer au moment où il va rompre son contrat, hein. Néanmoins, la jurisprudence va admettre que le fait de ne pas les avoir exprimés au moment où il transmet cette lettre de démission, eh bien, ça n'annule pas sa possibilité, son pouvoir particulier d'aller donc faire cette demande auprès des juges prud'homaux.
Alors ça, c'est très intéressant. Un licenciement peut être remis en cause s'il est basé sur un contrôle d'alcoolémie qui ne respecte pas les modalités prévues par le règlement intérieur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse quelques instants pour répondre. Je crois que je n'ai que des réponses vraies et c'est vrai. Toutes mes félicitations. Effectivement. Alors déjà, premier point, il me faut obligatoirement un règlement intérieur qui prévoit la possibilité de ce contrôle, donc soit alcool ou drogue, hein, qui prévoit la procédure, qui prévoit donc l'encadrement, le quand, le comment, qui prévoit la possibilité donc pour le salarié de demander une contre-expertise, le fait qu'il y ait un témoin obligatoirement de ce test, etc., etc. Mais une fois que le règlement intérieur prévoit tout cela, ben encore faut-il, que le règlement intérieur soit mis en place conformément à la réglementation. Mise en place du règlement intérieur, je le rappelle, c'est si vous avez un CSE, avis du CSE. Une fois que vous avez l'avis du CSE, alors si on n'a pas de CSE, pas d'avis, hein, pas de sujet là-dessus, hein. Si on a fait des élections et qu'on a carence, ou si on n'a pas atteint l'effectif pour avoir un CSE, pas de problème. Une fois qu'on a rempli cette première, je dirais, phase, transmission au greffe des prud'hommes, transmission à l'inspection du travail, affichage au panneau d'affichage de l'entreprise, application un mois après. Hein. Un mois après la dernière publicité, application du règlement intérieur. Donc, on a rempli les étapes, on a un règlement intérieur qui comprend donc cette possibilité de contrôle d'alcoolémie. On a mis en place conformément à ce règlement, à la réglementation, ce règlement intérieur. Le troisième point, c'est se servir vraiment de la procédure prévue au règlement intérieur. Hein. Et donc, c'est notamment le cas dans la jurisprudence que l'on va voir sur ce sujet. Vous avez une entreprise qui a bien rempli les premières cases, on va dire. Elle a bien un règlement intérieur. Le règlement intérieur, il a été mis en place conformément à la réglementation. Il prévoit bien une procédure, sauf qu'on ne va pas respecter la procédure. Et si on ne respecte pas la procédure, c'est pareil. Si le règlement intérieur prévoit que je fais dans telle ou telle condition le test, si je le respecte pas, si ne respecte pas la procédure que je me suis moi-même obligé à respecter, ça va pas marcher. Et là, on va se trouver quand même dans une situation relativement aberrante, hein, où vous avez eu un test positif, parce que le fait est que le test, il est positif. Mais sauf que la justice va dire, comme vous n'avez pas respecté la procédure, en fait, votre test, il vaut rien, le mode de preuve, il vaut rien, ça tombe, et donc votre licenciement, il vaut rien. Donc, bien faire attention à cela, hein. En fonction des activités, notamment dans le transport, hein. À mon avis, il est indispensable d'avoir un règlement intérieur valable qui contient, hein, ce type de clause. Si vous avez un doute sur la validité de votre règlement intérieur, si votre règlement intérieur est un peu ancien, ou si vous n'en avez pas du tout, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil ou un petit mail justement pour faire le point sur ce sujet. Ça permet, on va pas forcément faire des testings tous les jours, hein, mais au moins l'avoir dans le règlement intérieur, ça permet quand même d'avoir ça dans le tiroir si jamais on a un problème, jamais on a un collaborateur qui arrive vraisemblablement pas très frais pour, en tout cas a priori, pas en capacité d'assurer son job. Ça peut être intéressant d'avoir quand même prévu quelque chose dans le règlement intérieur. Il n'est jamais
possible hein, de contrôler la durée du travail des salariés en utilisant la géolocalisation. Est-ce que je peux mettre en place un système de géolocalisation et donc m'en servir vraiment hein, comme but, comme finalité, eh bien, de contrôler donc la durée du travail des collaborateurs? Bon, vous avez mis pas mal de faux dans vos réponses et effectivement, c'est faux. Ah, j'ai l'habitude de dire que bah, jamais, c'est jamais en fait. Hein. Non, il y a toujours des subtilités. Et effectivement, on peut pas dire qu'il n'est jamais possible de contrôler la durée du travail des salariés en utilisant la géolocalisation. C'est un arrêt relativement intéressant où c'est sur des personnes qui distribuent hein, dans les boîtes aux lettres hein, les diverses publicités hein, qu'on adore avoir et qui remplissent à ras-bord la boîte aux lettres. Euh, et en fait, ils vont être vraiment assujettis à une géolocalisation très particulière euh, où ils vont devoir valider leur présence de manière très très régulière, hein, justement dans une fin assumée, affichée, écrite de contrôle de la durée du travail. Et très sincèrement, cette jurisprudence, elle est assez intéressante parce que on n'avait pas avant cette jurisprudence quelque chose d'aussi clairement affiché et jurisprudence qui, entre guillemets, assume le fait de dire, ben oui, sur certaines activités, quand il n'y a pas d'autres moyens de contrôle et qu'on a un certain nombre de garde-fous qui vont être posés, bien évidemment, hein, ben dans certaines activités, ça va être possible, oui, de contrôler la durée du travail directement, donc en les géolocalisant. Un salarié qui traite ses mails pendant son arrêt maladie, maladie, accident de travail, maternité, on peut tout imaginer, peut toujours reprocher à son employeur le non-respect de son droit à la déconnexion. Bon, il s'ennuie peut-être en maladie, donc il se dit, tiens, on va répondre à mes mails, ça me fera passer le temps. Est-ce que dès lors que le salarié va traiter ses mails pendant cet arrêt, est-ce qu'il va toujours pouvoir le reprocher à son employeur, donc dans le cadre d'un non-respect flagrant du droit à la déconnexion? On pourrait dire aussi que le salarié, il a travaillé pendant son arrêt, donc il y a un petit problème vraisemblablement sur sa rémunération. Suspense. Bah non, hein, le salarié va pas toujours pouvoir reprocher cette situation. Là aussi, c'est un arrêt de jurisprudence relativement intéressant où bah, on va le voir, le salarié, bah, a priori, personne n'y a rien demandé, hein. Bah, justement, la réponse est assez intéressante la Cour de cassation en disant, bah, en fait, dès lors qu'on t'a rien demandé, pourquoi tu es venu traiter tes mails et pourquoi aujourd'hui tu réclames quelque chose. Donc là, on a une jurisprudence assez intéressante là aussi, assez équilibrée. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur tous ces points hein, que l'on va creuser maintenant, n'hésitez pas à me les poser dans le chat et bah, j'y répondrai, j'essaierai en tout cas d'y répondre au fil de l'eau ou sinon, bah, comme d'habitude, hein, je les mettrai en questions-réponses au niveau du support que je vous transmettrai d'ici demain certainement. Alors si on poursuit, si on rentre un petit peu dans le détail, donc des thèmes hein, que l'on vient d'aborder ensemble. Euh, Si on fait un petit point actualité, des projets en cours, donc
On aurait un projet, c'est pas encore très assumé hein, au niveau gouvernemental, de réformer les acomptes avec quelque chose de moins cadré qu'aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de débats quand même qui doivent se mener, donc il est trop tôt aujourd'hui pour dire qu'il y aura une réforme certaine là-dessus, et trop tôt pour dire ce qui serait voté au final. On parle quand même de potentiel 5 versements mensuels, ce qui me semble quand même un peu spécial, hein. Mais on va dire que rien n'est écrit, c'est un projet. Ticket resto, projet de loi donc pour permettre l'utilisation le dimanche, permettre d'acheter tout aliment en grande surface avec validation eh bien d'une dématérialisation totale définitive des titres. On a également le projet donc de lutte contre les fraudes. Ça n'a pas, ça a été définitivement voté hein, par le Sénat hier. C'est notamment cette loi qui va prévoir hein, cette amende administrative de 4 000 euros pour le défaut du document unique d'évaluation des risques. Alors, je précise, parce que je ne l'ai pas précisé dans le quiz d'intro, 4 000 euros, c'est pas par entreprise, hein, c'est par salarié. Donc, 4 000 euros, ça peut aller jusqu'à 4 000 euros par salarié, donc fois le nombre de salariés que vous avez dans votre société, dès lors qu'il y a une constatation de défaut de document unique hein, d'évaluation des risques professionnels. Et donc, on a une possibilité aujourd'hui au niveau pénal. Cette possibilité au niveau pénal n'est pas supprimée. Hein, ce sera vraiment là, au niveau de l'autorité de contrôle, entre guillemets, hein, d'aiguiller, soit sur de l'amende administrative, soit sur de la contravention pénale. Contravention pénale aujourd'hui, elle est à hauteur de 7 500 euros. Ticket sur l'absentéisme, prévenir l'absentéisme en entreprise, plutôt intéressant. Hein. On a un certain nombre si je vous montre, hein, hop, si le hop, ça veut bien s'ouvrir. Hop, ça va se présenter comme ça, hein, c'est directement sur le ministère du Travail, le site du ministère du Travail, et vous avez donc, euh, comment dire, vous avez le petit menu donc avec des possibilités de diagnostic et notamment bah, la construction du diagnostic, la construction d'un taux d'absentéisme, les mesures à prendre à court terme en termes d'orgas, en termes de soutien au management, les actions en prévention. Donc, enfin voilà, travailler sur des actions de prévention relativement classiques. Faciliter la reprise de l'arrêt avec bah, les visites, le rendez-vous de liaison. Hein, je vous rappelle, hein, rendez-vous de liaison, normalement, on est censé hein, proposer à tout salarié absent en arrêt de plus de 30 jours, lui proposer la possibilité donc d'organiser un rendez-vous de liaison. Et puis également, on a ça hein, en cas d'arrêt travail frauduleux. Il vise ce kit, la contre-visite patronale, que l'on va toujours pouvoir organiser dès lors que il y a un maintien employeur, qu'on soit sur de la maladie ou de comment dirais-je, de l'accident de travail, ou de la maladie professionnelle. On va pouvoir donc contacter une société spécialisée hein, dans le contrôle médical des salariés et donc partir sur envoyer un médecin privé, contrôleur, qui fera le point sur bah, déjà est-ce que le salarié est là au moment du contrôle et puis est-ce que médicalement l'arrêt est justifié ou pas.
On a également les possibilités de signalement. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est une possibilité qui existe depuis quelques temps maintenant. Vous pouvez donc adresser une demande de contrôle médical ou administratif de votre salarié. Et donc, vous allez faire un mail, hein. Je vous montre comment ça se passe. Vous allez mettre le code postal. Moi, je suis à Vienne, 38200. Je confirme, c'est bien Isère. Et donc, voilà, ça me donne directement, hein, le mail de signalement employeur, donc .cpam.isère. Et donc, je vais faire un petit mail en adressant donc le pourquoi, la motivation et puis bien évidemment les coordonnées du salarié. Ça donne pas forcément tout le temps, hein, des résultats mirobolants. Néanmoins, c'est une petite démarche intéressante quand vous avez visiblement un salarié avec qui, bah oui, il y a un certain nombre d'éléments un petit peu étranges. Je sais rien, moi. Il est censé avoir mal au dos et vous voyez passer toute la journée à faire du vélo ou sur une moto à faire des allers-retours devant l'entreprise, par exemple. Voilà, enfin, il y a un certain nombre de sujets, ou alors vous le voyez sur les réseaux sociaux en train de passer ses nuits en boîte, hein, alors que justement, il est censé pas pouvoir marcher. Bref. On a parfois quelques dossiers avec des preuves relativement confondantes, hein. Donc, bah, ça permet comme ça de pousser par ce signalement, cette adresse signalement, de pousser tout élément. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez cette adresse, si certains l'ont déjà utilisée. Euh, voilà. C'est pas miraculeux, ça dépend sur qui on tombe, mais ce qui est intéressant, c'est que ça peut quand même faire remonter le dossier en haut de la pile. Mon petit simulateur pour connaître les obligations sociales en fonction de l'effectif. Donc voilà, vous avez un lien, vous tapez votre lien et c'est assez générique, hein, c'est assez général. Bien évidemment, si vous souhaitez un peu plus entrer dans le détail, ben, là aussi, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Barème kilométrique, pour l'instant, n'a pas été rehaussé, hein. Pour l'instant, le barème 2026 n'est pas réévalué, alors que bah, vous l'avez pas. Enfin, je ne peux pas vous le cacher, hein, les prix à la pompe sont quand même pas tout à fait les mêmes qu'il y a quelques mois. Donc, c'est certain que le barème, hein, aurait pu être relevé. C'est pas le cas aujourd'hui. Et bah, bon an, mal an, on n'a pas forcément de signaux particuliers qui nous indiqueraient qu'il y aurait un relèvement imminent du sujet, hein. Donc, à suivre, mais pour l'instant, ça ne semble pas d'actualité. Ce qui semble d'actualité, par contre, pour le 1er juin, c'est l'augmentation du SMIC, hein. On n'a pas encore les textes, mais vraisemblablement, on va avoir une augmentation du SMIC. Elle serait pour l'instant, on n'a pas de chiffres précis puisque les textes sont pas sortis, hein, mais l'augmentation serait d'au moins 2% au niveau SMIC, ce qui bah, va pousser un certain nombre de branches professionnelles à renégocier les minima qui, bah, pour certains, pourront être dépassés à cette occasion par le SMIC. Donc, à suivre là-dessus. Justement, sur cette hausse du carburant, on a un certain nombre de petits coups de pouce, on va dire de petits coups de pouce, hein. On n'est pas sur des choses très mirobolantes, hein. Mais on a un certain nombre de petits coups de pouce qui ont été posés. Euh, les cotisations sociales avec la possibilité donc de demander des échelonnements. Les échéances fiscales, idem, hein, donc pour les filières les plus impactées, possibilité de demander un étalement. Euh, on a
pour les TPE-PME du secteur des transports routiers, de marchandises, transport sanitaire, transport de voyageurs. On a une aide forfaitaire exceptionnelle qui a été mise en place. Le guichet est ouvert depuis le milieu de matinée. Je ne sais pas si vous avez eu l'info, si vous êtes dans ce cas-là. Ça fait un bon moment qu'on attend l'ouverture du site, hein. Le guichet est ouvert depuis ce matin, milieu de matinée. Et pour l'instant, le site, hein, vise une demande à faire au plus tard au 15 juin. Donc, je vous invite, bien évidemment, si vous êtes dans ce cas-là, si vous pouvez solliciter, la solliciter. Tout simplement parce que il y a quand même, hein, même si c'est pas mirobolant et qu'il y a un certain nombre de conditions, bah, voilà, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Voilà. N'hésitez pas là-dessus aussi, hein, si vous avez des questions, des doutes particuliers à nous solliciter. Activité partielle, on a comment dire, un questionnaire, hein, un question-réponse du ministère du Travail qui a été posé, qui est périodiquement remis à jour, hein, qui vient viser la possibilité à titre exceptionnel d'avoir de l'activité partielle, de percevoir de l'activité partielle et sans autorisation préalable. Ça ne va pas concerner la majorité des entreprises. Euh, le ministère du Travail nous dit qu'il nous faut en fait quelque chose, une affectation directe en fait par les événements, par le conflit de l'entreprise. C'est les entreprises fret, logistique, commerce affectées directement par la fermeture du détroit, l'entreprise qui subirait une rupture d'approvisionnement de matières premières en lien direct avec le conflit. La répercussion et la hausse du prix n'est pas jugée comme directement liée au conflit. Donc pour l'instant, ça n'ouvre pas droit, en tout cas, à de l'activité partielle, entre guillemets, en mode exceptionnel, sans demande préalable. Ce qui ne veut pas dire que on peut pas faire la demande, hein. Bien évidemment, on peut faire la demande, mais il faut faire la demande avant de mettre les salariés en activité partielle, ce qui n'est pas le cas dès lors que on est en mode entre guillemets exceptionnel. Alors, si on fait un petit tour d'horizon des mises à jour du BOSS, bulletin officiel de sécurité sociale, on a un certain nombre d'éléments qui ont été mis à jour. Le BOSS, hein, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est vraiment un outil relativement intéressant, très intéressant, hein. C'est ni plus ni moins que la doctrine de l'URSSAF. L'URSSAF face eh bien, à telle ou telle question, comment va-t-elle réagir? Quelle décision elle prendra? Et donc, on a le boss qui va détailler, hein. C'est un site internet qui est hyper bien fait, qui est classé par thématique. On va avoir un certain nombre de rubriques régulièrement mises à jour. Là, on a eu la rubrique congés payés, hein, heures supplémentaires et congés payés, qui a été mise à jour. Alors, pour l'instant, c'est un peu curieux, hein, mais pour l'instant, il ne vise que l'arrêt du 10 septembre 2025. Je ne sais pas si ça vous parle. L'arrêt du 10 septembre 2025, c'est celui qui dit dans le cadre d'une durée du travail déterminée façon hebdomadaire et uniquement hebdomadaire, le salarié qui prend un jour de congé, on va additionner son temps de travail, son temps de service plus sa durée d'absence congé pour déterminer les heures sup. Donc en fait, on va déterminer les heures supplémentaires sur ces congés. Et donc cet arrêt de septembre dernier nous dit, mais on le fait uniquement dans le cadre hebdomadaire. Et donc le boss reprend ça.
Entre-temps, au mois de janvier, on a eu un arrêt, hein, notamment dans le transport sanitaire voyageurs, qui nous dit qu'on doit faire aussi, hein, cet arrêt nous dit qu'il faut le faire aussi dans le cadre de la quatorzaine. Donc voilà, ça semble quand même un principe général. Là, pour le moment, l'URSSAF reste cantonné sur ce principe à la semaine, ce qui est quand même un peu curieux, un peu étroit à mon avis. Il y aura vraisemblablement des mises à jour assez rapides au gré des diverses jurisprudences qui devraient tomber, hein. Je ne sais pas d'ailleurs, hein, si dans vos entreprises respectives, vous avez commencé pour les salariés, donc sur un mode hebdomadaire ou sur un mode quatorzaine de détermination de la durée du travail, si vous avez commencé justement à respecter ce principe-là, ou si au contraire vous temporisez un peu, n'hésitez pas, si vous avez des questions en tout cas, à les poser dans le chat sur ce sujet. Forfait jour, forfait heure, donc petite précision par rapport à cela, précision également par rapport aux heures structurelles. Qu'est-ce qu'on entend par heure structurelle? En l'occurrence là, hein, le bulletin officiel de sécurité sociale nous dit que, eh bien, l'heure structurelle elle est liée à une durée collective du travail supérieure à la durée légale, ou donc avec des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'une convention de forfait hebdo, mensuel, annuel en heures. En cas d'absence du salarié, ben oui, ces heures structurelles vont être prises en compte au prorata du rapport entre rémunération versée au cours du mois et rémunération qui aurait dû être versée si le salarié n'avait pas été absent. Donc, dans tous les cas, on va venir potentiellement proratiser donc les aides liées donc à ces heures supplémentaires dès lors que la rémunération ne va pas être forcément versée en totalité. Médaille du travail, on en a parlé, même si elle est imposée dès le premier euro pour l'exercice sur la loi de finances 2026, ben en fait, l'URSSAF, hein, le boss, nous indique pour l'instant euh, une tolérance jusqu'au 31 décembre de cette année, hein, donc tolérance totale au niveau social sur eh bien, la petite gratification médaille du travail. J'ai pas vu passer de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis je reviendrai, hein, sur les divers thèmes que vous souhaitez. Et puis je vous propose donc de poursuivre donc par l'actualité jurisprudentielle. Actualité jurisprudentielle, donc, hein, ces arrêts qu'on a vus notamment dans le petit quiz d'intro. Donc, le droit à la déconnexion, c'est un arrêt intéressant qui remet quand même un certain nombre de choses, quand même, je dirais, qui me semblent plutôt de bon sens. Bah, en fait, on a un salarié qui dit, ben moi, on m'a pas garanti mon droit à la déconnexion pendant mon arrêt de travail. Je recevais des mails j'y ai répondu. Ben, ok. euh, la jurisprudence, les juges vont vérifier est-ce que le fait pour le salarié de s'être spontanément connecté à son poste de travail alors qu'il était en arrêt et spontanément d'avoir répondu à ses mails alors que on n'était pas sur des mails a priori d'urgence vitale, hein. Euh, il parle que dans cet arrêt que la plupart des mails étaient des notifications automatiques, donc a priori il n'y avait pas forcément d'urgence particulière à y répondre. Et du coup, la jurisprudence nous dit, ben non, en fait. L'employeur n'est pas responsable d'un manquement
au droit à la déconnexion dès lors que le salarié a immédiatement traité les courriels reçus. Il avait choisi de se connecter, lui, à son poste. Il a fait le choix de répondre. Ben, en fait, il a fait ça de sa propre initiative. Il a travaillé de sa propre initiative. Dès lors que aucune obligation de réponse au mail, dès lors qu'on n'a pas demandé au salarié de le faire, ben, à ce moment-là, le droit à la déconnexion n'a pas été bafoué. Ça, c'est un arrêt quand même relativement intéressant, protecteur des entreprises, notamment voilà, dans le cadre où le salarié bah, va réaliser une prestation de travail alors que personne ne lui a rien demandé. Géolocalisation. Là aussi, hein, on en a parlé dans le quiz d'introduction. On a un salarié qui va eh bien, avoir un poste de distribution, hein, de prospectus publicitaires. Et bah, dans ces phases de distribution, le salarié, eh bien, on lui demande eh bien, d'être géolocalisé. Donc, dans le cadre de ces distributions prospectus dans les boîtes aux lettres, ben, il y a une feuille de route qui fixe le trajet de distribution et on va déterminer qu'il y a telle rue, tel parcours qui doit être fait. Et donc, dans toutes les boîtes aux lettres doivent être irriguées. Et donc, on a des délais hein, maximaux pour justement valider le fait d'avoir bien fait le job. Ben, en fait, le, le, le salarié en question va considérer que ce système est hyper intrusif par rapport à sa liberté individuelle, par rapport donc à la proportionnalité en fait du contrôle mis en place. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la Cour de cassation va nous indiquer que l'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail euh, va être potentiellement licite. Et en l'occurrence, elle indique que ce système-là, ben, en fait, il va être licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace, et n'est pas justifié donc lorsque le salarié dispose d'une liberté dans son organisation de travail. Ben là, il n'y a pas de liberté dans l'organisation du travail, puisqu'il y a une feuille de route, hein, c'est toutes les boîtes aux lettres de telle rue à telle rue, de tel numéro à tel numéro. Et puis accessoirement, ben oui, là, le salarié est dans la rue et on va pas mettre un manager ou un contrôleur qui va regarder, qui va suivre le salarié pour voir s'il passe bien dans la rue, hein. Donc, dans le cadre hein, de ce type d'activité, donc dès lors que le contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, dès lors que le salarié ne dispose pas de liberté particulière dans l'organisation de son travail, eh bien, on peut mettre en place ce type de dispositif pour donc gérer, contrôler la durée du travail des collaborateurs. Ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on n'avait pas de jurisprudence, à ma connaissance, aussi claire, nette hein, sur cette possibilité. Entretien préalable, de manière plus générale, procédure de licenciement, hein, qui peut recevoir un entretien, qui peut signer la lettre de notification du licenciement. C'est la question de tout à l'heure, hein. Est-ce que un tiers à l'entreprise ne peut jamais donc prononcer le licenciement d'un salarié? Ben, réponse, bah non, on a des possibilités, même si on n'est pas salarié de l'entreprise, dans le cadre notamment hein, des salariés qui sont salariés embauchés au niveau d'une société mère, au niveau d'une holding, et qui vont être embauchés justement pour gérer le personnel
dans l'ensemble du groupe, dans l'ensemble des sociétés filiales. Bah, il faut que on ait vraiment le poste avec délégation de pouvoir sur l'ensemble des sociétés filiales, hein, bien évidemment. Mais ça va être tout à fait possible. Ça va être tout à fait possible. Le tout, c'est de pouvoir le démontrer. Donc là, bah, il faut une délégation de pouvoir en bonne et due forme, à mon avis, et il faut également que dans le contrat de travail ou l'avenant qui promeut le RH ou le DRH à ce poste, bah, ce soit clairement indiqué que son champ d'action bah, vise l'intégralité du groupe, l'intégralité des filiales. Complément employeur, je ne retire pas les périodes de suspension de contrat de travail pour savoir si mon salarié a droit à un maintien de salaire. Que ce soit pour maladie, que ce soit pour accident de travail, que ce soit pour maladie professionnelle, dans tous les cas, les périodes d'absence pour toute cause doivent être intégrées dans l'ancienneté. Je prends en compte finalement hein, la date d'embauche, je rajoute un an et je sais qu'à partir de là, ben, mon salarié vérifie la condition d'un an. Là, on parle du maintien légal pour le maintien légal. Hein. Donc, je ne vais pas venir décompter les absences pour ben, indiquer que le salarié, même si facialement ça fait un an qu'il est embauché, ben, il a travaillé que 10, 9 mois, 8 mois, que sais-je, du fait de ses absences. Ça, on ne le regarde pas. On peut décompter les absences pour un certain nombre de choses, et notamment pour des indemnités de licenciement. Hein. Quand vous avez une indemnité de licenciement à calculer, vous allez pouvoir, tant pour d'ailleurs le droit que pour le calcul, vous allez pouvoir en fait décompter les périodes où le salarié a été en arrêt maladie. On a même une jurisprudence qui nous le confirme, hein, assez récent, qui nous le confirme pour l'accident de trajet, par exemple. La T, non, on va oublier. Hein, la maladie professionnelle, non plus, on va oublier. Mais sur de l'indemnité de licenciement, on va pouvoir, effectivement, la jurisprudence confirme qu'on va pouvoir, pardon, qu'on va pouvoir le faire. Donc, euh, on ne peut le faire pour de l'indemnité de licenciement. Par contre, sur du maintien employeur maladie, par exemple, ça va pas être possible. J'ai Marie-Claire qui me demande, même pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite, il faudrait reprendre le texte. Au niveau légal, oui. Après, on a des textes dans la convention collective. Donc, il faudrait reprendre le texte de la convention collective, voir ce qu'il vise. Si il parle, euh, je dirais, de manière identique au texte visant l'indemnité des parents en retraite légale, ben, on pourra le décompter. Là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers le service, hein, si vous voulez. Prise d'acte de rupture. La cour d'appel, donc, qui va être saisie dans ce dossier, bah, note que, bah, oui, le salarié a bien démissionné. Elle note également qu'il y avait des relations tendues avec le gérant. Oui, on évoquait une charge de travail importante, des organisations, une organisation particulière, etc., etc. Euh, la démission, elle, par contre, ne va rien évoquer particulièrement. Hein. Euh, par contre, il y avait un conflit et le salarié peut démontrer le conflit antérieur. Dans ce cadre-là, ben en fait, du fait de ce conflit antérieur, de ces échanges un petit peu conflictuels euh, avant la lettre de démission,
ça rend en fait la démission équivoque, hein. Donc là, la jurisprudence va reconnaître que même donc dans l'absence de réserve particulière, de reproche particulier dans la lettre de démission, eh bien, dès lors que l'on peut tracer un éventuel conflit, un éventuel litige, un différend particulier avec le salarié avant cette démission, ça rend la démission équivoque et donc ça ouvre la possibilité pour le salarié bien, de réclamer en justice la reconnaissance, hein, que cette démission a été finalement provoquée par les manquements de l'employeur et donc le salarié dans ce cadre-là, si les manquements sont avérés et suffisamment graves, bien évidemment, il pourrait réclamer la, euh, la requalification de cette démission en licenciement abusif, avec les indemnités, bien évidemment, qui vont avec. Séverine nous dit à condition que la demande de prise d'acte soit réalisée dans un délai relativement raisonnable. Oui, par rapport au grief et par rapport au, à la petite dispute, au petit conflit, oui. C'est sûr que si ça fait 3 ans, 4 ans qu'on a eu un échange de mails un peu vif et que ça s'est stabilisé comme ça, oui, à mon avis, ça me semblerait hors sujet de dire que c'est équivoque parce que à la Saint-Glinglin, on a eu un différend et que le ton est monté un petit peu. Euh, Effectivement, tout à fait. Là, c'est quand même un peu particulier quand même, hein, parce que le salarié va écrire une lettre de démission où il ne contextualise rien du tout. Et il va recontextualiser quelques jours après, donc en réclamant d'ailleurs ces documents de rupture. Mais dans la lettre de démission, il y a zéro grief. Alcoolémie, on l'a dit tout à l'heure, règlement intérieur qui prévoit, règlement intérieur valablement déposé et règlement intérieur respecté. Si, je dirais, les trois sont réunis, a priori, pas trop de soucis. Là, dans cette jurisprudence, dans la clause du règlement intérieur, on parle bien d'un test effectué par un éthylotest conforme à un type homologué. On parle d'un contrôle effectué par des personnes formées à l'utilisation du test. Et on parle aussi, et c'est obligatoire d'ailleurs, que le salarié doit être informé de son droit de contester et donc d'avoir une contre-expertise. En fait, cette procédure-là ne sera pas respectée. Hein, l'éthylotest qu'on va utiliser, il n'est pas conforme à un type homologué. Les personnes qui vont faire le test n'ont pas été formées préalablement alors que le règlement intérieur le visait. Et il n'y a aucune trace, aucun témoignage qui permet de confirmer que le salarié a bien été informé de son droit de contester. Malheureusement, dès lors que on avait fixé une procédure, on avait fixé des attendus, on avait fixé des points incontournables au règlement intérieur, c'est ballot si on les a pas respectés. Le prud'homme, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le contrôle d'alcoolémie il n'est pas conforme aux dispositions du règlement intérieur. Donc, le licenciement qui se base sur un contrôle non conforme, en fait, il est abusif. Il est donc sans cause réelle et sérieuse. Et là, j'avoue que ça fait râler parce que le salarié était quand même réellement positif, hein, puisque même si le contrôle n'était pas conforme par rapport à la procédure règlement intérieur, euh, ben, il n'en demeure pas moins qu'il avait été positif. Donc bien faire attention à ça. J'en ai fini pour les points que je souhaitais évoquer avec vous ce soir. Alors oui, vous pouvez retrouver
la visio de novembre sur notre chaîne YouTube, mais vous pouvez surtout retrouver les autres aussi, et notamment donc la dernière d'avril, hein. Euh, là, n'hésitez pas à aller, hein, sur le lien. Je vous ai mis le lien donc pour la web actu, la dernière web actu d'avril. Vous avez toute l'historique également des diverses web actus, si vous souhaitez, si vous souhaitez les visionner en tout ou partie. Euh, je ne sais pas si vous reste des questions. Je pense que j'ai fait le tour des questions que j'ai vues au fil de l'eau. Si vous n'avez pas de questions, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de votre participation. J'en profite pour vous dire à très bientôt de la part de Camille, hein, qui animait depuis quelques mois ces webconférences, et qui donc là attend un heureux événement. Donc elle va prendre quelques mois de repos bien mérités, et donc elle reviendra plutôt sur la fin de l'année. Je vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt, et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à revenir comme d'habitude vers le service. À bientôt, au revoir.